Quand on pense super-héros, on pense tout de suite au plus iconique. Celui qui a marqué toute une génération en protégeant sa ville, et je parle évidemment de Superman. Mais comme celui-ci n'a pas vraiment de jeu vidéo digne de son nom et que c'est pas une vidéo sur Spider-Man, faut croire qu'aujourd'hui on va s'intéresser à une chauve-souris. Batman Arkham, c'est certainement la meilleure franchise de super-héros en jeu vidéo. Enfin ça, c'est si on oublie le jeu Suicide Squad faisant partie du même univers. Le truc qui fait kiffer énormément de monde avec cette trilogie, c'est évidemment son protagoniste. Comme beaucoup d'entre vous, j'adore Batman, et ce que j'aime avec ce personnage, ce sont ses ennemis. Parce que Batman, c'est certainement le héros avec la plus belle brochette de vilains, et que du coup tout le monde peut avoir ses petites préférences. Personnellement, j'adore voir le Chevalier Noir faire face à des gens qui sont comme lui, des psychopathes. Parce que faut pas oublier que Bruce Wayne, c'est un gosse milliardaire traumatisé qui, au lieu d'aller en thérapie, décide de se déguiser en chauve-souris pour casser des mâchoires la nuit. Pas franchement le modèle d'équilibre mental, mais bon, ça va puisqu'il est gentil, et moi ce que j'aime, c'est quand les gentils tarés tabassent les méchants tarés. Ce qui explique pourquoi ces trois jeux font sûrement partie de mes jeux vidéo préférés de tous les temps. Les autres raisons, c'est aussi parce que peut-être les jeux sont excellemment écrits et qu'en termes de mise en scène, il n'y a rien de mieux pour rendre des personnages mémorables. Par exemple, prenez Killer Croc. Préparez-vous. Il faut le tenir en joue constamment. Il semble furieux. Que fait-il? Je connais ton odeur, Batman. Je te traquerai. Mettez cet animal sous contrôle. Sortez-moi ça de là. Un collier bidon ne m'empêchera pas de te tuer, Batman. Je te déchiqueterai. Je te mangerai les os. Quelle putain d'introduction pour un vilain. Killer Croc, c'est certainement mon méchant de l'univers Batman préféré. Un pauvre gars qui est né avec une rare mutation qui a rendu sa peau verte et écailleuse, le transformant en une sorte de crocodile humanoïde qui évolue au fil du temps. Et dans la trilogie Arkham, il est représenté à merveille. Déjà son design, parlons-en. Parce que bordel, qu'est-ce qu'il en impose? T'as honnêtement tout sauf envie de l'affronter et c'est génial. D'ailleurs, quand on finit par retomber sur lui plus tard dans le jeu, c'est lorsque Batman convoite quelque chose dans les égouts et qu'il faut se la jouer discret pour éviter d'attirer son attention. C'est simple, quand j'étais gamin, je m'arrêtais à ce niveau. Pour moi, la fin d'Arkham Asylum, c'était Batman qui entre dans les égouts parce que c'est ouf à quel point Killer Croc me faisait flipper dans cette séquence. Et le pire, c'est qu'elle dure longtemps. Des longues minutes de stress et de caca-culotte qui se finit en apothéose, avec nous qui devons fuir les lieux avant de se faire bouffer. Tu vas mourir dans ma grotte. Maintenant. Bien sûr, comme c'est Batman, il avait tout prévu. On retrouve Killer Croc dans le jeu suivant sous forme d'easter egg dans les égouts d'Arkham City, mais on le revoit surtout dans un DLC d'Arkham Knight où il a été capturé et a servi de cobaye pour des expériences scientifiques ayant pour but de créer une arme illégale. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu et Croc a foutu la merde, ce qui oblige Batman à s'allier avec Nightwing pour un affrontement très jouissif.
Ce que j'ai adoré avec ce Killer Croc, c'est qu'après le passage du temps, il est plus seulement un gars balèze à la peau écailleuse, il devient une vraie créature monstrueuse reptilienne, presque plus humaine du tout. Et cette apparence encore plus bestiale marque l'aboutissement de sa déshumanisation. Surtout que Croc, c'est un personnage qui a toujours été rejeté, utilisé comme une arme ou un cobaye. Et plus on le traite comme une bête, plus il devient cette bête. Le dernier petit détail que je trouve grave cool avec ce personnage, c'est la manière dont Batman l'appelle, Waylon Jones, son véritable nom, là où tous les autres personnages continuent de l'appeler Killer Croc, ce qui montre que malgré tout, Batman le traite encore comme un humain. Et ce qui est plutôt intéressant dans ce que je viens de vous raconter à propos de Killer Croc, c'est cette notion d'évolution entre chaque jeu. La trilogie Arkham est une saga complète qui se suffit à elle-même, dégage-moi ça. Les développeurs ont pu se permettre de créer une évolution narrative entre chaque jeu, que ça soit pour l'histoire principale, pour les quêtes secondaires, pour les personnages, mais surtout pour les secrets qui entourent tout ça. Parce que ouais, comme tout bon jeu, il y a des easter eggs et des choses cachées. Et puisque tout ça est lié à Batman qui, je le rappelle, est censé être le meilleur détective du monde, bien sûr que niveau mystère, les développeurs ont mis le paquet. Arkham Asylum était vraiment une pépite. C'est un jeu avec un gameplay solide, un scénario de fou et un respect incroyable pour DC Comics et la mythologie de Batman. Et avec un jeu aussi parfait, Rocksteady, les développeurs, avaient bien compris qu'ils n'allaient pas laisser toute cette histoire sans suite, faisant qu'ils ont disséminé dans le jeu des petits indices cachés, laissant supposer un deuxième opus. Le plus évident, c'est celui qu'il était le moins à l'époque de la sortie du jeu. En effet, Arkham Asylum avait caché un lieu qui n'avait jamais été découvert jusqu'à ce que les développeurs annoncent que ce lieu était présent dans le jeu. Et en même temps, il faut comprendre les joueurs. Pour trouver cet endroit, il faut faire exploser un mur qui n'est pas censé être explosible. Mais bon, c'est pas grave Rocksteady, on vous en veut pas. Mais c'est dommage, parce que ce lieu secret, c'est le bureau du directeur de l'asile d'Arkham, Quincy Sharp. Et il cachait des choses extrêmement cool, comme des plans affichant une expansion de l'asile jusqu'à la ville de Gotham, où un district tout entier pourrait être rempli de criminels. Pour les plus malins, vous vous en doutez, il s'agit de Arkham City, le lieu principal de la suite du même nom. Et le petit détail cool, ce sont ces photos, qui sont en réalité des concept art pour le deuxième opus. Sacré cachotier ce Quincy Sharp. D'ailleurs, pourquoi il y a un moment dans le jeu où on peut le retrouver dans une prison? J'ai beau avoir tout tenté pour le libérer, rien n'y fait. Il reste bloqué à l'intérieur. Je pensais qu'il fallait alors revenir le libérer plus tard, mais... Ah, c'est maintenant Aaron Cash, un des policiers du GCPD. Comment il a pu se retrouver en prison? Et où est passé le directeur? Attendez, vous savez quoi? On va repartir loin d'ici, revenir sur nos pas et... Jim Gordon? Bon, je pense que vous avez capté que c'était à chaque fois la même personne qui changeait juste d'identité. On peut même le deviner grâce au scanner de Batman qui permet normalement de distinguer les os des personnes qu'on visionne. Sauf que la personne en face de nous a l'air d'en avoir aucun. Et ce n'est pas anodin, puisqu'il s'agit de Clayface, ou en français Gueule d'Argile. Un super méchant constitué principalement d'argile, ce qui lui permet de modeler son corps comme il en a envie. Pour certains, ça pourrait juste être un easter egg sympa, voilà, trop drôle, gueule d'argile dans le jeu, mais selon moi, c'est bien plus que ça. À mon avis, c'est un indice important pour le prochain jeu. On nous prévient que dans cet univers de Batman, il y a bien un méchant qui peut prendre n'importe quelle forme et identité. Et pour ceux qui ont joué au jeu sorti après, on sait à quel point c'est important puisque tout au long de cette suite, on verra pendant la majorité du temps un faux Joker. Puisque c'est Clayface qui a pris son identité, car le vrai était mourant. Et on peut même le deviner bien avant ce plot twist en activant notre scanner pendant notre premier face-à-face avec le Joker, où on peut observer un détail déjà manquant dans Asylum.
Tout comme Clayface, Ra's al Ghul a lui aussi le droit à son petit teasing dans ce premier opus où on peut voir son cadavre à la morgue de l'asile. Sauf que quand on revient un peu plus tard dans l'histoire, son corps est manquant. On le retrouve évidemment dans la suite Arkham City où il prend une place très importante au sein du récit mais finit encore une fois par décéder, et de manière plutôt violente d'ailleurs. Pour ceux qui savent pas, Ra's al Ghul c'est un super vilain, chef d'une organisation criminelle mondiale appelée la Ligue des Assassins. Et il a en sa possession ce qui est appelé le Puits de Lazare, qui est en gros une piscine qui permet de ressusciter des gens. Ce qui explique pourquoi dans Asylum, son cadavre finit par disparaître. Un membre de sa ligue est venu le récupérer pour lui faire un petit bain de Lazare. Mais du coup, attendez une minute. Qui nous dit que ça va pas recommencer une nouvelle fois ? Et bah, c'est le jeu qui nous le dit, et sa suite qui plus est, parce que tout comme avec Killer Croc, Raz aura aussi le droit à son DLC dans Arkham Knight, où on devra choisir entre le laisser en vie ou le tuer une bonne fois pour toutes. Vous n'étiez pas un homme bien, Raz, mais vous aviez des principes. Arrêtez-le! Tuez-le! Le dernier petit easter egg / mystère d'Arkham Asylum d'après moi, c'est ce tableau. Il y a plein de noms, que ça soit patient ou docteur, qui font référence à des personnages connus de l'univers de Batman qu'on rencontrera dans des jeux par la suite. Que ce soit Basil Carlo alias Clayface, Garfield Lynch alias Firefly, Jarvis Tetch alias le Chapelier Fou, et d'autres qui sont juste là pour ceux qui ont la rêve comme Warren White alias The Great White Shark. Mais moi, celui qui m'a le plus intrigué, c'est celui-là, T. Elliot. Dans les comics, il y en a qu'un qui a le même nom et bizarrement son prénom correspond parfaitement avec cette lettre. Thomas Elliot, alias Hush. Un ennemi de Bruce Wayne, oui vous avez bien entendu Bruce Wayne et non Batman, parce que c'est un vieil ami à lui qui a développé une haine pathologique envers la famille Wayne pour une raison inconnue encore dans le lore des jeux Arkham. Et la particularité de Hush, c'est qu'il a pour objectif de devenir littéralement Bruce Wayne, de lui voler son identité pour lui voler ses richesses, son héritage et détruire sa vie. Et pour ça, il passera sa vie entière à étudier la chirurgie esthétique afin de pouvoir se transformer comme son pire ennemi. Faisant que ce n'est pas anodin de voir son nom parmi la liste des docteurs, ça veut dire qu'il a réussi à devenir un chirurgien. Ce qui du coup pose les bases pour les suites, puisqu'on le reverra dans Arkham City, où Batman se rendra compte qu'il y a des cadavres dans les rues de la ville dont la plupart ont perdu des bouts de leur visage. Et à force d'enquêter, le plus grand détective du monde finira par trouver le repère du meurtrier et aura le droit à un face-à-face direct et très malsain avec lui. J'imagine que t'es là pour m'arrêter. Qu'est-ce que tu crois? Je crois qu'il est trop tard. Tu es un tueur, un psychopathe. Je t'arrêterai. Vraiment? Mais tu as le visage de... Bruce Wayne. Ça a été long, bien sûr. Pour trouver les donneurs parfaits, pour faire une greffe, et enfin pour disparaître afin de créer ça. 6 personnes sont mortes. C'est malheureux, mais nécessaire, pour mettre en œuvre mon plan. Pourquoi? Crois-tu à la bonne vieille vengeance? Pour être honnête, je m'en fiche un peu en fait. Wayne souffrira et toi, tu ne pourras pas m'arrêter. Je vois que tu es très occupé avec Arkham City. Il est temps pour moi de partir. Prie pour qu'on ne se revoie jamais. La prochaine fois, je risque de ne pas être d'humeur aussi généreuse.
Toute cette histoire se terminera dans l'opus final, Arkham Knight, où sans le savoir, nous allons directement incarner l'antagoniste pendant quelques minutes, puisqu'il aura totalement pris forme en tant que Bruce Wayne. Monsieur Wayne? Identité confirmée. Bonsoir, Monsieur Fox. Le vrai Batman finira par intervenir pour régler la situation et mettre fin une bonne fois pour toutes cette histoire avec Thomas Elliott. Laisse-le partir. On ne faisait que négocier, n'est-ce pas, Monsieur Fox? J'ai un boulot pour toi, Batman. Amène-moi Bruce Wayne, ou je fais tomber cette tour. Pourquoi, Wayne? Vous étiez amis tous les deux. La famille de ce sale gosse m'a détruit. Et maintenant, je lui rends l'appareil. Les Wayne t'ont soutenu. Ah oui, le grand chirurgien Thomas Wayne. Et dire que c'était mon idole autrefois. Jusqu'à ce qu'il foute tout en l'air. Il a fait ce qu'il a pu pour sauver tes parents après l'accident. Je suis désolé que tu aies perdu ton père. Mais il a sauvé ta mère. Il m'a privé de ce qui me revenait de droit. Ce n'était pas un accident. C'était toi. Tu voulais les tuer. Je veux ce qui me revient de droit. Bruce Wayne, on lui a apporté sa fortune sur un plateau. Il n'a jamais eu à se battre de toute sa vie. Maintenant, livre-moi Wayne, ou j'anéantirai cette tour et tout ce qu'il a de plus cher au monde. Essaie pour voir, Tommy. Bruce. Non, c'est impossible. Deviens nerveux. Quand il me visera, j'aurai une fraction de seconde pour le désarmer. Trop tôt et il tuera Lucius. Trop tard et il me tirera dessus. Je vais le faire. Mon visage. Vous n'avez pas vu les infos, on dirait. Arkham City, c'est peut-être le meilleur de la trilogie. Alors personnellement, c'est Arkham Knight, mais objectivement, c'est sûrement lui. Parce qu'en plus de son gameplay plus affûté, de sa mise en scène incroyable et de son histoire phénoménale, Arkham City regorge de détails, et bien plus que dans Asylum. En même temps, ça peut paraître logique, la map est quasiment 4 fois plus grande. Ce qui veut aussi dire 4 fois plus de secrets. Par exemple, vous pouvez trouver Crime Alley, le lieu emblématique où les parents de Bruce Wayne sont décédés. Un des easter eggs les plus connus de City, c'est aussi ce truc-là. Un test de grossesse positif de Harley Quinn laissant supposer qu'elle serait enceinte du Joker. Ce mystère a été accentué par la fin du mode New Game Plus où on peut entendre Harley chanter quelque chose. Mais je vous arrête tout de suite, tout ça, c'est faux. Harley Quinn n'a jamais été enceinte et c'est le DLC avec celle-ci qui nous le prouvera, où on pourra observer un berceau avec une poupée du Joker, mais juste à côté, plein de tests qui sont cette fois négatifs. Donc non, pas de Joker Junior. Ce que j'ai adoré au niveau des détails, c'est tout le soin qui a été apporté à l'introduction.
qui fait en plus un petit parallèle direct avec l'intro de Arkham Asylum, où le Chevalier Noir fait emprisonner le Joker, sauf que cette fois, c'est Batman le prisonnier. On peut déjà être confronté à quelques vilains emblématiques du justicier, comme Hugo Strange, un psychiatre lui-même psychopathe, qui nous fait bien comprendre qu'il est au courant de notre identité secrète. Fermez Arkham City maintenant. C'est le chaos total. Mais pourquoi donc? D'ici la fin de la soirée, je serai un héros, tout comme vous, Batman. Il y a également le chef du crime organisé Black Mask, qui se fait tabasser par des gardes de Hugo Strange. On a aussi un premier aperçu de Floyd Lawton, alias Deadshot. Bruce Wayne. Ah, t'es sur ma liste. Non, on se bouge, prisonnier. Mais la personne la plus étrange qu'on croisera sur notre chemin direction prison, c'est certainement lui. On sait pas qui c'est, mais il est là, et il nous observe. Bien plus tard dans le jeu, on pourra recroiser cette personne après une mission, et pareil, il nous observe au loin. Quand on tente de l'attaquer avec un batarang, celui-ci l'intercepte parfaitement, mais ne semble pas être dérangé. On peut donc se douter qu'il n'est peut-être pas là dans le but de nous faire du mal. Mais dans ce cas, pourquoi quand on s'approche de lui, il finit par disparaître et laisse des marques sur le sol ? Ces marques pourront d'ailleurs permettre à Batman de le localiser, puisqu'il semblerait que ce soit ce qu'il voulait. Je savais que tu me trouverais. C'était facile, tu m'as laissé une carte. Qui es-tu et que cherches-tu? Pourquoi est-ce que tu m'observes? On m'a donné beaucoup de noms, mais je préfère que tu m'appelles Azrael, loyal serviteur de l'ordre de Saint-Dumas. C'est bien ma veine. Encore une société secrète. J'apporte un message. Des jours sombres arrivent, Batman. La prophétie se réalise. Tu es le guerrier qui fermera les portes de l'enfer. Tu es celui qui sauvera le monde, et ce faisant, tu ne pourras pas empêcher certains événements. Des cendres d'Arkham, les incendies se répandront, et Gotham brûlera. Et toi, tu brûleras aussi. Je ne crois pas au conte de fées. Crois ce que tu veux. Le message a été transmis. Nous nous reverrons. Le mystérieux inconnu était en vérité un certain Azrael, ou de son vrai nom, Michael Lane. Et apparemment, il travaillerait pour une sorte de secte secrète. Ce personnage, on pourra évidemment le revoir dans Arkham Knight. Lors de nos voyages dans la ville de Gotham, on pourra distinguer des bat-symboles géants et en feu, nous faisant comprendre qu'on nous appelle. Tu te souviens certainement de moi, Batman. Azrael. Nous vivons des jours sombres, Batman. La prophétie se réalise. Le feu renaît des cendres d'Arkham City et Gotham brûle avec elle. Qu'est-ce que tu veux? Je peux voir le même feu dans tes yeux. Et avant l'aube, il t'aura consumé. Gotham aura besoin d'un nouveau sauveur, d'un nouveau gardien, d'un nouveau Batman. Je ne suis pas encore hors course. Tu ne peux pas porter ce poids indéfiniment. Je t'étudie depuis longtemps. Tu as un code. Tu refuses de tuer. Alors j'en ferai autant. L'ordre l'avait prédit. L'heure est venue de confier le masque à un autre guerrier. Moi. Si tu prouves que tu es capable, le moment venu, j'y penserai. Mais d'abord, tu dois me montrer que tu en es digne. C'est entendu. Ok, Azrael cherche à obtenir l'héritage de Batman afin que le jour où celui-ci viendrait à disparaître, il puisse être remplacé pour éviter que ce soit la merde dans tout Gotham. On va donc avoir le droit à des missions secondaires où on incarne directement Azrael pour combattre des hologrammes et prouver à Batman qu'il est digne d'être son successeur.
Ces missions sont plutôt intéressantes parce qu'elles permettent vraiment de renforcer l'idée que Batman est sur sa fin, qu'il va peut-être mourir à la fin de l'histoire ou simplement arrêter de jouer les justiciers. C'est aussi très mis en avant par les moments de combat parce qu'Azrael effectue quasiment les mêmes combos que Batman. Et ça, parce qu'il nous observe depuis bien longtemps. Sauf que Batman, il est pas dupe. Il se méfie toujours, surtout avec des gars venant d'une secte. Je transfère tout de suite les données sur Michael Lane. Je ne suis pas neurologue, monsieur, mais je crois pouvoir affirmer que cette chose ne fait habituellement pas partie d'un cerveau. C'est un microprocesseur implanté par chirurgie pour manipuler son lobe temporal, la région du cerveau qui sert à stocker et accéder aux souvenirs. Quel souvenir, monsieur? C'est ce qu'on va voir. Azrael, protecteur de la foi, défenseur de la pureté. L'ordre de Saint-Dumas protège Gotham depuis plus de 500 ans. Et c'est désormais à toi que revient cette tâche sacrée. Pendant des années, tu as étudié le Chevalier Noir, apprenant ses stratégies, analysant ses tactiques, décryptant ses moindres gestes. L'heure est enfin venue d'accomplir ta mission. Retrouve Batman. Prouve que tu es son digne et vaillant successeur. Ce n'est qu'une fois que tu auras gagné la confiance de Batman que tu deviendras enfin maître de ton destin. Ses intentions semblent nobles, monsieur. Pensez-vous que ses souvenirs aient été altérés? Je le crains. Alfred, j'ai déjà vu ce symbole à Arkham City. C'est le langage sacré de l'ordre. Ils ont implanté des marqueurs dans la mémoire de Lane pour modifier inconsciemment sa conduite. Le Chevalier Noir est un obstacle pour notre cause. Il empêche le mal de Gotham d'affronter la véritable justice divine. Quand tu auras fait tes preuves, attends le moment opportun et élimine-le. Prends la place qui t'est due en tant que gardien de Gotham. Un gardien entièrement dévoué qui n'aura de cesse de protéger cette ville. On peut dire qu'ils ne mâchent pas leurs mots, n'est-ce pas, Maître Bruce? Et comment l'arrêter? Oh que non. Lane est mort. Je suis Azrael, chevalier de l'ordre de Saint-Dumas. L'ordre n'a fait que te mentir. Il t'a ôté ton libre arbitre. Menteur, tu fais entrave à la véritable justice. On est du même côté, Michael. Non. Non. Je sais qui je suis. Je sais très bien ce que je fais. Dans ce cas, le choix t'appartient. Protecteur de la foi, tu sais ce que tu as à faire. Vous l'avez compris, deux options s'offrent à Azrael, et c'est nous joueurs qui décidons s'il doit tuer Batman ou alors trahir sa secte. Si on choisit la première option, rien de vraiment intéressant. Batman avait tout planifié, donc il l'arrêtera et le foutra en prison. Ce qui fait que, selon moi, la deuxième option est la plus intéressante. Je me voyais comme l'instrument de Dieu, et non comme l'outil de l'homme. Tu as pris la bonne décision, Michael. Je n'obéis à personne sauf à Dieu. L'ordre doit aujourd'hui payer pour ce qu'il m'a fait subir. J'aime énormément cette fin, puisqu'elle montre qu'Azrael choisit un modèle de justice fondé sur le libre arbitre et que sa secte religieuse ne lui offrait qu'une liberté illusoire. Même quelqu'un façonné pour obéir peut choisir de penser par lui-même, et ça si on lui donne la chance de le faire. C'est pour ça que c'est Batman et nous joueurs qui décidons de son futur. On lui offre la possibilité de la rédemption ou alors de l'endoctrinement. Et si vous trouviez qu'Azrael était chelou, laissez-moi alors vous présenter Calendarman. Oui, vous avez entendu, il y a un vilain qui s'appelle l'Homme Calendrier. Alors, il n'a pas de super pouvoir où il peut manipuler le temps, c'est juste qu'en fait ses crimes sont tous basés sur une fête, un jour férié ou un changement de saison. Donc en gros, les jours de Noël, faites gaffe quoi. On le voit pas directement dans Arkham Asylum, juste une cellule remplie de feuilles de calendrier arrachées, laissant supposer sa présence. Par contre, on le voit bien dans Arkham City.
Et il est d'ailleurs la source de plusieurs mystères et easter eggs du jeu. Déjà parce que pour le trouver, il faut bien fouiller les sous-sols d'un tribunal où il est emprisonné. Et quand on le trouve, on peut dialoguer avec lui. Le jour de l'indépendance pour tous. Pourquoi choisis-tu de travailler seul, Batman? J'ai peine à croire que tu aimes à ce point l'indépendance et la solitude. Reviens me voir et m'en parler. Alors, il dit un peu de la merde, on va pas se mentir, en même temps c'est un détraqué mental. Mais ce qui est intéressant, c'est que des joueurs se sont rendus compte qu'en jouant au jeu à une date précise de l'année, Calendarman raconte de nouvelles lignes de dialogues secrètes dans lesquelles il va parler du crime qu'il a commis le jour même. Il y a un dialogue pour la Saint-Valentin, il y a un dialogue pour le 1er avril, un autre pour Halloween, etc. etc. Mais à l'époque, Rocksteady, les développeurs des jeux, avaient teasé qu'un dialogue secret de Calendarman n'avait pas encore été découvert. Après des journées de recherche intensives venant de la communauté, quelqu'un a émis l'hypothèse que la solution viendrait peut-être de Rocksteady eux-mêmes, sachant que ce dernier dialogue a été annoncé par le studio. Et donc, un membre de la communauté Arkham City a compris qu'il fallait remonter jusqu'au jour de la création du studio, le 13 décembre 2004. Suffit alors d'aller dans les paramètres de sa console, de changer la date, et voilà le dernier dialogue. Tiens. Et il fallait que cela arrive aujourd'hui, précisément. Te souviens-tu de mes premières œuvres? Imparfaites, mais prometteuses. Tout comme toi. Pendant que tu perfectionnais ton art, je faisais de même. J'ai commencé avec les saisons, puis j'ai égrené les semaines, prenant des forces au fil du temps. Mes œuvres sont devenues de plus en plus élaborées. Le temps était le secret, Batman. Et la fin des temps approche. J'étais présent à tes débuts et je serai là aussi pour assister à ta fin. J'étais présent à tes débuts et je serai là aussi pour assister à ta fin. Comme d'habitude, c'est très étrange et moyennement compréhensible. Mais en analysant comme il faut ce qui est dit, il s'agirait apparemment d'une histoire avec plusieurs niveaux de lecture. Une qui raconte comment le studio a fait pour arriver à s'imposer dans le game du jeu vidéo, un autre qui servait de teasing pour la suite du jeu qui est donc aujourd'hui Arkham Knight, et le plus évident, c'est le niveau qui sert juste à dire que Calendarman pourrait être de retour et en meilleure forme dans cette fameuse suite. Ce qui est d'ailleurs confirmé plus tard lorsqu'on pourra retourner voir Calendarman et constater qu'il s'est évadé. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est? Bah, on le voit quasiment pas de tout Arkham Knight, seulement à la fin, lorsque des centaines de personnes se rendent devant le manoir Wayne après que l'identité de Batman ait été révélée. Ce qui fait justement écho à ce qu'il disait dans le dialogue secret d'Arkham City. J'étais présent à tes débuts et je serai là aussi pour assister à ta fin. Sur ce coup, Rocksteady ont été très forts. Ils ont transformé un personnage ultra kitsch et ridicule des comics en un antagoniste très dérangeant. Dans Arkham City, on peut utiliser un objet nous permettant d'intercepter des fréquences radio. Alors normalement on l'utilise pour capter ces points que vous pouvez observer, mais si on fait bien gaffe, on peut intercepter des messages même à un endroit où il n'y a rien du tout. Et ces messages, ils sont plutôt intrigants. Ce que vous venez d'écouter, c'est le premier signal sonore radio secret, et on peut entendre des suites de nombres.
Alors avec un peu de réflexion, on peut se douter que ces nombres peuvent en vérité représenter des lettres. Et si on associe chaque nombre à chaque lettre dans l'alphabet, ça donne Je reviendrai, Batman. Pour l'instant, on peut pas trop savoir de qui vient ce message, donc essayons d'en trouver un autre. Cette fois, c'est pas exactement pareil, la personne qui dit par radio ces nombres a l'air de corser un peu plus les choses, puisqu'aucun des nombres cités donne des lettres qui, mis dans l'ordre ou dans le désordre, semblent dire quelque chose de cohérent. Pour comprendre ce message codé, des gens ont alors tenté d'utiliser la méthode appelée chiffre add bash. Cette méthode consiste en gros de remplacer chaque lettre de l'alphabet par son opposé alphabétique. Par exemple, le A devient Z, et donc Z correspond au 1 maintenant, et le A correspond au nombre 26. Mais en plus d'utiliser le chiffre add bash, on va aussi utiliser le chiffre de César, une méthode où on décale chaque nombre par rapport à sa lettre initiale. Et pour cette énigme, il semblerait qu'on doit décaler chaque nombre de 3, ce qui veut dire que le Z ne correspond plus au 1, mais au 4. Et la lettre A devient le 3. Et on fait pareil avec toutes les autres lettres de l'alphabet, ce qui du coup va enfin nous permettre d'obtenir un résultat beaucoup plus concluant. Tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Quelqu'un cherche donc à se venger de nous. Mais qui? Ça peut pas être un vilain qu'on rencontre dans ce jeu, donc ça pourrait être l'épouvantail, parce que dans le premier jeu, c'est nous qui conduisons l'épouvantail à sa perte, en le menant jusqu'au repère de Killer Croc, faisant qu'il disparaît totalement de Arkham Asylum. Enfin bref, ça reste qu'une supposition. Cherchons une troisième fois pour en être certain. On va trouver une nouvelle série de nombres, et pour déchiffrer tout ça, on va encore une fois utiliser le chiffre add bash pour inverser nos lettres. Mais après, on va déchiffrer le résultat avec le chiffre vigénaire, qui est en fait une méthode où on va utiliser un mot-clé pour décider comment décaler chaque lettre d'un message. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de mot-clé. Donc, il va falloir en imaginer un. On peut mettre l'épouvantail. On avait émis la piste quelques secondes plus tôt, donc pourquoi pas. Bon, comme les séries de nombres ont été dites en anglais, je me doute que le mot-clé doit être en anglais. Donc on va pas mettre l'épouvantail, mais Scarecrow. Ce qui du coup va totalement changer notre seconde série de lettres. Par exemple, X va correspondre à la lettre S de Scarecrow, sachant que X égale 3 et que S égale 8, et que nous devons déchiffrer et non chiffrer notre série, on va alors soustraire 3 par 8, ce qui donne -5. Sauf que comme on doit rester entre 1 et 26, ça donne plutôt 21. On refait une dernière fois pour être sûr que vous comprenez le délire. La deuxième lettre de la seconde série, c'est G. La seconde lettre de Scarecrow, c'est C. Donc, on va procéder au calcul G-C, qui correspond à 20 moins 24, ce qui est égal à -4.
mais comme on l'a dit plus tôt, on doit rester entre 1 et 26, faisant que le -4 correspond en vérité à 22. Et on fait pareil pour la suite, ce qui va nous donner un résultat plutôt flippant. La peur déchirera Gotham City en lambeaux. Donc c'était bien cet enfoiré d'épouvantail qui était derrière tout ça. Et faut croire qu'il était à Arkham City, même si on ne l'a pas vu directement de tout le jeu. On peut, en se baladant sur la map, trouver son masque, confirmant qu'il était bien présent sur les lieux. Et si certains en doutent encore, pas loin d'ici, on peut trouver ce bateau très isolé du reste, et si on essaye de décrypter un code près d'ici, Batman va se mettre à décrypter quelque chose, ce qui n'est pas censé être possible sans la présence directe d'un terminal électrique. Donc quelque chose de caché est bien là. Après un peu de temps niveau décryptage, on finira par trouver le mot de passe, maison de fou, ce qui va ouvrir un passage secret vers l'intérieur du bateau. Une fois entré, l'ambiance change totalement. On peut observer des cages remplies d'insectes, un cadavre... Je disais un cadavre d'une personne qui a sûrement dû tester malgré lui une des toxines de l'épouvantail, mais il y a surtout cette lettre dans laquelle on peut voir que le super vilain a collaboré avec le criminel Falcone et un certain Monsieur Fine. Dans les comics, Fine, ou de son vrai nom Sherman Fine, est un ennemi de Robin, qui est d'ailleurs surnommé The Broker. Et la particularité de ce méchant, c'est qu'il aide les autres méchants en leur trouvant des endroits secrets qui peuvent servir de planque. Et ça, c'est plutôt intelligent de la part des développeurs d'avoir choisi ce personnage pour fournir une planque à l'épouvantail. Mais ce qui était intéressant pour les gens à l'époque, c'était de comprendre qu'en vérité, cet easter egg disait déjà la suite, puisque c'est ici que l'épouvantail a commencé à créer sa nouvelle toxine à grande portée afin d'attaquer Gotham dans Arkham Knight, faisant logiquement un lien direct avec le message codé de tout à l'heure, la peur déchirera Gotham City en lambeaux. Comme nous l'a promis l'épouvantail, celui-ci est bel et bien de retour pour le dernier opus de la trilogie Arkham, afin de terroriser Gotham avec sa toxine de la terreur. D'ailleurs, il réussira à arriver à ses fins, et la ville sera momentanément inaccessible du fait que tout est intoxiqué. Vous l'avez compris, dans Arkham Knight, l'épouvantail, il est pas là pour rigoler. Mais ce n'est pas parce que c'est l'antagoniste principal qu'on doit se focaliser que sur lui. Le jeu nous donne la possibilité de nous intéresser à d'autres vilains du lore du Chevalier Noir. Et il y en a un qui a beaucoup attiré mon attention. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'adore quand Batman fait face à des psychopathes. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve sur une scène de crime complètement étrange ? Des cadavres abandonnés au milieu de la ville, accompagnés d'une musique plus que dérangeante, des corps attachés, maquillés, mutilés, mais mutilés chirurgicalement, comme si on avait essayé d'opérer ces gens, de les soigner juste avant de les assassiner. Même si ce n'est pas vraiment un mystère de la trilogie Arkham, je me sentais obligé de vous parler de cette mission ultra malsaine, parce qu'elle m'a énormément marqué. Tout d'abord parce que c'est une mission qui exploite parfaitement le côté enquêteur de Batman, tout en apportant le côté super-héroïque avec ses gadgets et tout le reste. Mais c'est surtout parce que l'antagoniste qui se cache derrière tout ça se révélera être Laszlo Valentine, alias Professeur Pig.
Un méchant qui, en le voyant pour la première fois, m'a foutu de réels frissons dans le dos tellement le malaise et la folie que dégageait ce personnage étaient présents. Et justement, cette folie, on va la ressentir encore plus intensément quand on analyse le personnage. Déguisé comme un chirurgien de carnaval, le visage caché sous un masque de cochon grotesque, il se tient au milieu de la scène, entouré de ses dolotrons, des êtres humains qu'il a littéralement reconstruits à coups de scalpel, de sutures et de prothèses pour en faire ce qu'il appelle des œuvres parfaites. Sauf qu'il n'y a rien de parfait là-dedans. Ces gens n'ont plus d'identité, plus de volonté. C'est juste des cobayes réduits à l'état de pantin. Ce qui rend la confrontation Batman versus Professeur Pig encore plus perturbante, c'est la façon dont Pig justifie ses actes. Il ne voit pas ça comme des meurtres, mais comme de la guérison. Il pense sincèrement qu'il purifie la laideur du monde, qu'il soigne le mal de Gotham. En fait, pour lui, le monde, c'est un grand abattoir corrompu. Et lui est le boucher miséricordieux. C'est là qu'intervient toute la symbolique du cochon, le masque de Pig, ses hurlements de porc, ses chirurgies improvisées. Tout ça fait de lui une caricature sanglante de la médecine et de la perfection. Le cochon, dans son esprit dérangé, représente à la fois la décadence humaine et la matière première à sculpter. Il traite les gens comme du bétail à reformater selon ses critères de beauté, ou plutôt de pureté. Batman doit aussi affronter ses dolotrons, les neutraliser sans les tuer parce qu'ils sont toujours humains sous leur apparence monstrueuse. Et une fois que Pig est maîtrisé, qu'on l'envoie au GCPD, il continue de marmonner, de chanter, totalement enfermé dans sa logique malade. Il ne regrette rien, pire, il est convaincu que Batman est lui-même une créature imparfaite qui finira par comprendre qu'il avait raison. Cette mission, elle te hante parce qu'elle ne repose pas sur des explosions ou des gadgets high-tech, mais sur une horreur très humaine, très viscérale. Et dans une trilogie comme Batman Arkham, où chaque vilain pousse une facette de Batman à ses limites, Pig représente le cauchemar du chirurgien de l'âme, celui qui charcute pour mieux aimer, celui qui détruit pour purifier. Et justement, en parlant de transformation, de mutilation, de cette idée qu'on peut réparer ou améliorer l'humain par des moyens extrêmes, il y a un autre personnage qui incarne ce fantasme scientifique qui vire à l'horreur. Man-Bat. La mission secondaire avec le professeur Kirk Langstrom, c'est une autre claque dans Arkham Knight. Littéralement, si vous voyez ce que je veux dire. Cette fois, je vais pas vous refaire le résumé et toute une analyse sur la psychologie de l'antagoniste. Le coup du scientifique qui tourne mal, c'est un truc qu'on a vu 1000 fois. Chérie, est-ce que ça va? Oh mon Dieu! En vérité, la seule idée intéressante dans tout ça, c'est le parallèle évident par rapport à Batman. Rien que son nom te fait comprendre que c'est un miroir inversé du justicier, où la chauve-souris n'est plus seulement qu'un symbole, mais une entité réelle. Par contre, ce qui est plutôt intriguant et mystérieux, c'est l'après. Qu'est-ce qui se passe quand la quête de Man-Bat est terminée? Parce que maintenant on a l'habitude, des personnages qui sont pas censés disparaître, disparaissent. Et quand on retourne dans le labo de Kirk Langstrom, qu'est-ce qu'on voit? Bah rien justement, sa femme n'est plus là, alors qu'elle a normalement été tuée accidentellement par son mari. Et ce message qu'on peut voir sur la télé qui affichait tout à l'heure la vidéo de l'incident confirme non seulement qu'elle n'est pas morte, mais qu'en plus elle a à son tour évolué. Et ceux qui s'y connaissent en comics peuvent s'en douter, elle s'est transformée en She-Bat. D'ailleurs, son mari l'a sûrement rejoint, puisque lui n'est plus dans sa cellule une fois que le jeu est terminé à 100%. On dirait que mourir, ressusciter, apparaître, disparaître à la Ra's al Ghul, c'est devenu une mode pour certains. Et faut croire que c'est de famille, puisque celui-ci a une fille, Talia al Ghul. Et pour ceux qui sont pas au courant, c'est la love interest de Batman. On la rencontre pour la première fois dans Arkham City, mais c'est également dans Arkham City qu'on la verra pour la dernière fois, puisqu'elle décède. On sent que son décès a beaucoup impacté Bruce Wayne, au point où même dans Arkham Knight, il n'a pas toujours fait le deuil de sa mort. Ce que l'on peut constater lorsqu'on interagit avec ses anciennes armes. On peut même se rendre à la morgue pour voir où son cadavre a été gardé, et se rendre compte que
tel père, telle fille. Après, certains me diront qu'il y en a un autre qui a lui aussi passé ce cap de partir et revenir. Et ça tombe bien, puisque c'est le titre du jeu. Qui es-tu? Tu n'as vraiment aucune idée. Hein, Bruce? Jason? Mais tu es mort? Ne te mets pas en rogne, Batou. C'est vrai, je t'ai peut-être raconté un tout petit mensonge. Alors plein de gens ont critiqué la révélation du Chevalier d'Arkham, comme quoi c'était à la fois trop prévisible, ce que je vous accorde, mais surtout parce qu'à aucun moment de la franchise Arkham, on ne mentionne Jason Todd, le second Robin. Alors on peut s'en douter, puisque le Robin qu'on voit dans les jeux c'est Tim Drake, le troisième, mais ça n'a pas empêché le fait que pour beaucoup, cette révélation n'avait aucun impact. La seule fois où on l'a vu avant ce plot twist, c'est dans une vision de Bruce Wayne où Bruce observe sa supposée mort une dernière fois. Mais la vérité, c'est qu'en fait Jason, on l'a bel et bien vu avant Arkham Knight. Alors, pas directement, vous allez voir, parce qu'en fait, dans le jeu Arkham VR sorti en 2016, on peut constater la vraie vidéo de sa mort. Et si on regarde bien, on peut observer qu'il a été tué dans un lieu plutôt familier, puisqu'il s'agit de l'asile d'Arkham. Ce qui fait que les lieux et objets aux alentours prennent un tout autre sens ici, puisque c'est à ces endroits que Jason s'est fait torturer comme jamais. Ses traces de sang, ses outils de torture, il était bien là. Dans une des cellules, on peut même observer la présence de dessins, notamment un qui a l'air de montrer quelqu'un se servir d'une personne comme une marionnette. Et cette marionnette, elle a une tête coloriée en rouge. Le rouge qui est la couleur du masque de Red Hood, l'identité que prend Jason Todd dans les comics lorsqu'il souhaite se venger de Bruce Wayne après avoir été manipulé par le Joker. Un autre élément secret se trouve dans le fameux tableau de tout à l'heure où se trouvent plein de noms bien connus de l'univers du Chevalier Noir. Dans ce tableau, on peut voir que Jason a été admis en tant que patient ici, en tant que Jason P. Et pour ceux qui se demandent, le P ça représente sûrement son deuxième prénom puisque son blaze complet c'est Jason Peter Todd. Ce qui veut dire que c'est le Joker qui a écrit ça. C'est peut-être même le Joker qui a fait ses dessins sur les murs, sûrement pour brouiller les pistes tout en les ouvrant. Parce que, vous le savez, le clown adore jouer avec la chauve-souris. Ce qui fait parfaitement transition avec le deuxième opus parce que ouais, il y a également un détail par rapport à Jason dans Arkham City, à la toute fin du jeu, quand le Joker parle à Batman juste avant la révélation que depuis le début, c'était pas le vrai Joker mais Clayface qui avait pris sa place. À ce moment-là, il dit quelque chose de très intriguant. Surprise! Oh, Monsieur J, vous êtes parfait. Dre, comment faire pour cacher un secret au plus grand détective du monde? Ah, alors tu as deviné, il suffit de le lui mettre sous le nez, juste sous son long nez pointu, et l'attendre. Alors je sais, vous allez me dire que c'est parce qu'on est en train de révéler la vérité sur le personnage du Joker et rien à voir avec Jason Todd. Mais je suis pas d'accord. Ce qu'a dit le clown, ça peut très bien être un double sens, qui plus est logique. La vérité sur la mort de Jason nous pendait sous le nez depuis le début, et on l'a bien constaté juste avant. Alfred, j'ai trouvé Jason. Excusez-moi, monsieur. J'ai du mal comprendre. J'ai cru un instant que vous aviez trouvé Maître Todd. C'est bien ça. Seigneur, est-ce qu'il va bien? Non. Il ne va pas bien. Et on peut donc en venir au mystère lié au meilleur personnage de la saga, le Joker. Ce qui est génial avec cette version du personnage, c'est le côté clownesque qui est assumé à 100%. Il fait des blagues H24, il cherche du spectacle, crée des mises en scène pour s'en prendre à Batman, bref, c'est un taré qui veut se faire remarquer parce qu'il aime ça. Et c'est une des raisons qui font que le Joker adore Batman, parce que selon lui, c'est son plus grand fan. C'est le justicier qui le traque toutes les nuits, celui qui prouve au Joker qu'il a de l'importance. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans la relation Joker-Batman. Ils sont aussi intimement liés. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Il n'y a pas de Batman sans Joker, tout comme il n'y a pas de Joker sans Batman.
Il n'y a pas de lumière sans ombre, tout comme il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et comme l'a très bien expliqué le joueur du grenier dans sa vidéo sur Arkham Asylum... D'ailleurs, ce jeu aborde quelque chose de très important dans le comics et qui a en général été à peine effleuré par le cinéma, c'est cette théorie de la pente glissante. Pour le Joker, eh bien Batman, ce n'est pas un héros, c'est juste un futur vilain. Peut-être même le futur vilain ultime. C'est un type déguisé en chauve-souris qui tabasse d'autres personnes après tout. Donc il se ment à lui-même en étant du bon côté de la loi. Mais pour un nihiliste comme le Joker, il n'y a pas de côté. Batman, c'est juste un mec sur la pente glissante de la folie et le Joker veut juste l'aider à s'accepter tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire comme lui. C'est pour ça qu'en fait qu'il tient à ce que Batman rompe sa règle ultime, celle de ne pas tuer. Et tout ça, ce sont des thèmes centraux dans la trilogie, qu'on peut notamment constater dans Arkham City, où l'antagoniste le plus iconique de l'univers de Batman a été tué après que celui-ci a accidentellement fait tomber des mains du justicier le sérum qui aurait pu le sauver de sa maladie. La chose la plus importante à retenir dans la mort du clown, c'est ce que Batman lui dit au moment de son décès. Tu veux entendre quelque chose de drôle? Même après tout ce que tu as fait, je t'aurais sauvé. Oh, ma foi, en effet, vraiment à mourir de rire. Oh, ah, 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 À la toute fin du jeu, Batman sort lentement du théâtre, le corps du Joker dans les bras, exactement dans la même posture que Abel et Caïn sur le tableau au début du jeu. Un tableau représentant l'image d'un meurtre, le tout premier de l'histoire de l'humanité, faisant référence au fait que Batman, même si ce n'était pas son intention, a commis en quelque sorte son tout premier meurtre. Le Joker meurt et Batman ne triomphe pas. Il porte son ennemi comme on porte un fardeau, un échec. Il ne l'a pas tué, mais il n'a pas pu le sauver, et ça suffit pour que cette fin résonne comme une tragédie. Ce qui fait aussi écho au tableau représentant Abel et Caïn, où la culpabilité est également une notion abordée. La thématique de la pente glissante qu'a abordé JDG est également très poussée dans Arkham Knight, puisque même après la mort du Joker, celui-ci fait son grand retour en tant qu'hallucination. Je t'ai manqué. Et à ce moment-là, l'idée que le Joker et Batman sont en vérité pareils à la différence que l'un est fou mais agit du côté du bien et où l'autre est fou mais agit du côté du mal est à son paroxysme, puisque la barrière du bien et du mal est justement en train d'être détruite. Plus le récit avance, plus Batman se met à devenir comme son pire ennemi, comme si leurs deux psychés commençaient à n'en devenir qu'une. Alors bien que l'histoire aide toutes ces idées à être traitées, même en dehors, elles font surface, puisqu'en incarnant Batman dans les rues de Gotham, si vous observez comme il faut l'environnement qui vous entoure, vous remarquerez l'omniprésence du Joker, que ce soit sur les affiches, dans les rues, les sculptures, même parmi les bandits que vous affrontez. Et la culmination de toutes ces visions altérées de la réalité se retrouve à la fin du jeu, qui est un parallèle direct avec l'intro de Asylum, ce qui souligne à quel point Batman sombre dans la folie du clown au point où il est traité exactement comme celui-ci dans le premier opus. Les mêmes plans, les mêmes lieux, il est même attaché sur un conteneur de sécurité mobile comme dans le premier jeu. D'ailleurs, il y avait déjà eu une scène similaire où les rôles se sont inversés dans une hallucination de l'épouvantail. Comme quoi, on dirait que l'histoire se répète, puisqu'après une bonne dose de toxine de l'épouvantail, la psyché des deux personnages se font face une dernière fois. On incarne dans un premier temps le prince du crime dans un futur alternatif où Batman se serait transformé totalement, et qui donc offre une vision cauchemardesque du super-héros, faisant évidemment penser au Batman qui rit, un chevalier noir d'un autre univers qui a totalement fusionné avec le Joker. Et dans cette incroyable séquence, on affronte tous les antagonistes du justicier, sauf que cette fois, il n'y a aucune retenue pour ce qui est de commettre des meurtres. Et à ce moment-là, on pourrait croire que c'est fini.
L'épouvantail lui a injecté sa toxine, la pire peur de Batman qui est de devenir le Joker prend le dessus, il perd le contrôle, etc. etc. Mais Batman ne cède pas, et c'est là que tout bascule. Au lieu de sombrer dans ses peurs, il les fait face. Il comprend que le Joker fait partie de lui, mais il refuse de le laisser prendre le dessus. Et ce moment, il est dingue parce que on voit carrément le Joker paniquer, une grosse première dans la trilogie. Il est en train de voir son propre esprit s'effondrer. C'est comme si Batman reprenait totalement le contrôle de son mental. Il enferme symboliquement le Joker dans une cellule, dans un coin de son esprit. Et il le fait disparaître. C'est hyper fort, parce que c'est pas juste une victoire physique contre un super méchant, c'est une victoire intérieure. Batman affronte sa peur la plus profonde et il la dépasse. C'est pour ça qu'à la fin, il peut aller jusqu'à révéler son identité. Il n'a plus rien à cacher. Il n'a plus peur de ce qu'il est ou de ce qu'il pourrait devenir. Il a affronté ses démons et il les a battus. Et la suite, on la connaît. Donc ouais, la trilogie Arkham est réfléchie. Chaque détail de cet univers a son importance, au point où même de simples easter eggs peuvent en dire beaucoup plus sur les personnages, les décors et les histoires qui prennent place au sein de tout ça. Au point où la fin elle-même cache ses propres mystères. Hé, toi, t'es peut-être pas au courant, Batman est mort. On n'a plus trop peur de ce genre de look. Nom de